Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler mercato, une grosse vidéo. Il y a pas mal de sujets, beaucoup de transferts officiels, certains qui vont bientôt arriver. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Commencer très fort Malik avec un joueur anglais qui a rejoint le FC Barcelone. Toi, on sait Malik, même si tu viens d'Anderlecht, tu fais croire à tout le monde que tu as des origines anglaises, que tu as grandi dans le quartier de Chelsea. Vas-y, parle-nous de Marcus Rashford au Barça, s'il te plaît. Ayoub dit ça parce que je suis un très grand fan de la Première Ligue et que mon club préféré c'est le Chelsea Football Club. Ceux qui suivent la chaîne depuis un bon moment sont déjà au courant. D'ailleurs, bonjour à vous, ceux qui sont encore là. Mais Marcus Rashford au FC Barcelone, c'est vraiment, Ayoub, une opportunité. Voilà, moi je suis croyant et qui lui a été donné du ciel un peu, si je peux dire ça comme ça. J'ai l'impression, pour moi, Marcus Rashford, il doit vraiment se mettre à genoux chaque jour et remercier le Seigneur pour cette opportunité venue de nulle part. Parce que si on doit parler de mérite sur ces 2 dernières années sportives, à s'attendre à ce qu'il finisse au FC Barcelone, ce FC Barcelone qui fait partie des meilleures équipes en Europe la saison passée et qui est projeté pour être l'une des meilleures équipes en Europe encore cette saison. Vraiment, non seulement je l'aurais pas vu venir, et comme j'ai dit, au vu de ces 2 dernières saisons, à se retrouver carrément à jouer à Aston Villa, si on m'avait dit que le Marcus Rashford, dont le premier match que j'avais vu jouer en pro, en Première Ligue contre Arsenal, où il avait mis un doublé, se retrouvait à Aston Villa, et qu'au final, il se retrouve au FC Barcelone, c'est assez exceptionnel. Donc, pour moi, c'est un peu sa dernière chance dans un grand club, Ayoub. C'est un peu ça. Je parle surtout de l'aspect Marcus Rashford. C'est un peu sa dernière chance dans un gros club. Il a que 27 ans pour l'instant. Mais voilà, Marcus Rashford, c'est les montagnes russes, pour utiliser le terme des dessins animés pour les parcs d'attraction. Il a eu des saisons où tu te dis, mais c'est l'un des meilleurs au monde. Puis tu as des saisons où quand il n'est pas en confiance, mais il est tellement frustrant. Les supporters de Manchester United pourront encore mieux le décrire ici. Mais là, il a vraiment une opportunité magnifique avec un coach. Pardon, je te coupe, mais des fois, c'est même, j'ai l'impression, dans la même saison, il peut te sortir, je sais plus c'est quelle saison, je pense que c'est 2022-2023, où il commence horriblement, il te fait 6 mois incroyables, et il finit dans la fin, dans le run final, moyennement. Et il y a des saisons où il y a 6 mois forts, 6 mois plus rien du tout. C'est le mec, il éteint la lumière, c'est en dessous du niveau d'Amad Diallo quand il venait de jouer avec l'équipe première. Donc, c'est pas que sur une saison oui, une saison non, c'est même dans une saison même. C'est vrai, c'est une irrégularité qui est affolante. Et je pense qu'il est dans une année où il se dit que voilà, il y a la Coupe du Monde 2026 qui arrive pour l'Angleterre. Excuse-moi, je vais un peu dans tous les sens. En fait, il y a tellement de choses à dire sur Marcus Rashford, et j'ai envie d'en laisser à Ayoub. Mais clairement, pour moi, c'est sa meilleure opportunité qu'il lui a offert sur les 2 dernières années, et même peut-être depuis qu'il était à Manchester United, parce que voilà, on connaît la situation du club depuis que Ferguson est parti, et lui, il a connu que le club sans Ferguson vraiment en tant que coach. Donc, il est dans une opportunité en or. Il est avec un coach qui sait maximiser des ailiers. Si un Rafinha qui venait de Nice, qui était sur une bien meilleure saison qu'un Rashford, bien sûr, à Aston Villa quand il est arrivé au FC Barcelone, a pu être à un niveau Ballon d'Or avec Hansi Flick, il n'y a aucune raison que ce soit pas le cas pour Marcus Rashford. Serge Gnabry au Bayern en 2020, c'était l'un des meilleurs joueurs au monde aussi. N'oublions pas son run en LDC. Et c'était qui le coach? Hansi Flick. Donc on dirait qu'il a un truc avec les ailiers. Et même pas que les élus, il arrive à maximiser certains joueurs d'une certaine manière. Et Marcus Rashford, c'est peut-être la pièce manquante dans ce Barça. Qui sait, même en termes de legacy, pour remporter cette Ligue des Champions tant attendue depuis plus de 10 années. Donc franchement, j'ai hâte de voir ce que va donner Marcus Rashford. Mais c'est tout ce que je vais dire pour l'instant, et je vais laisser à Ayoub, comme ça il a aussi des choses à rajouter. Ouais, moi sur le cas Marcus Rashford, je pense que ça va être très, très complet. Juste rajouter que ouais, le mec il a 27 ans, s'il y a un déclic à faire et une opportunité, comme tu as dit, venue du ciel, bah c'est maintenant, c'est pas après. Parce que là, l'opportunité que tu as de jouer dans ce FC Barcelone-là, à ce moment-là de ta carrière, c'est incroyable. Et moi, je pense que ça va réussir. Parce que, déjà, pour que ce soit pour le Barça ou pour lui, je pense que c'est un transfert qui va être concluant. Parce que tu n'as pas de pression, tu viens en prêt.
Il y a déjà des mecs qui sont actifs à leur poste. Il a une pression envers lui-même, il a une pression, mais c'est pas un transfert à 120 millions où on se dit, lui, il va nous faire gagner des matchs. Demain, Rashford, il fait 6 mauvais mois, on va l'oublier comme on a oublié Joao Félix. Ça va pas être un drame, ça va pas être un Dembélé que t'as payé 140 millions, un Coutinho. Donc déjà, il a ce côté-là. Mais maintenant, pour le Barça, c'est une aubaine d'avoir un Marcus Rashford. Il peut jouer à 4 postes différents. Il peut jouer ailier droit, ailier gauche, derrière l'attaquant. 9, il joue dans une équipe qui a une tactique parfaite pour lui, avec un jeu ultra direct, avec des ailiers tranchants et percutants. T'en as parlé, Hansi Flick, il en a transformé des joueurs comme lui. Il est adaptable à l'équipe, il peut jouer 9, il peut jouer dans plusieurs configurations. Donc pour moi, il y a tout pour que ça marche. Maintenant, j'oublie pas aussi les 6 mois à Aston Villa, où ça avait très bien commencé, ça a beaucoup moins fini. Il y avait des matchs, notamment contre le PSG, il y en avait un autre, je pense, contre Chelsea, où je l'avais trouvé très 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 bon. Et ensuite, beaucoup moins bien sur certains matchs qui étaient simples. On le connaît, on l'a vu, je pense, 9 ans à Manchester United. On ne sera pas surpris si ça arrive. Maintenant, c'est pas quelque chose qu'on lui souhaite, bien évidemment. Et pour le Barça, c'est une aubaine aussi, puisque tu l'as pris en prêt. Même s'il a un gros salaire, c'est vrai. Tu fais un gros salaire, ça coûte 14 millions à l'année. Et maintenant, tu as une option d'achat de 35 millions et avoir un joueur, si ça marche, qui va te donner encore 3, 4, voire peut-être 5 ans au très haut niveau au sein de ton effectif, un joueur que tu as relancé. Donc le transfert me plaît et le pari est intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour ma part. Bien sûr, bien sûr. Juste pour rajouter un petit truc sur ça, Ayoub, c'est que, bien sûr, on va pas rentrer dans des comparaisons inutiles, mais j'aimerais juste rappeler que Marcus Rashford a le même âge que Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui, avant le début de la saison au PSG, personne ne s'attendait à ce qu'il soit dans des discussions pour le Ballon d'Or. Marcus Rashford, je sais pas, c'est le même talent, mais en termes de... Allez, depuis qu'ils sont jeunes, c'est des joueurs, on a des grosses attentes d'eux. Donc si Marcus Rashford fait ce que Dembélé a fait cette année... Ouais. Oulala. Ouais, non, il est comme... Oulala. Parce qu'il y a un joueur de leur génération qui joue au Real Madrid et que Ayoub aime bien se moquer. Où les deux pourraient avoir des accomplissements qu'il n'a pas. Ouais. C'est la petite parenthèse, c'est pour faire parler un peu. Non, mais franchement, il en est capable. Et comme on dit tout le temps, Malik, le football, ça va tellement vite d'un sens comme dans l'autre. Tu fais une mauvaise saison, tout le monde t'oublie. Plus personne n'avait vraiment espoir en Rashford. On avait entendu des rumeurs comme ça la saison dernière. Mais le seul truc qui nous faisait y croire, c'est parce qu'il y a Hansi Flick, qu'il a transformé des ailiers, que parce que le Barça est en difficulté, parce que si le Barça est en difficulté, n'est pas en difficulté économique, et jamais ils vont vers Rashford. Déjà, il y a ça aussi. Enfin bon, il a un gros salaire, mais ça peut te permettre de le prendre en prêt. Et Nico Williams n'est pas venu aussi. Et normalement, Nico Williams serait là. Normalement tu as Nico Williams. Et Nico Williams, c'est aussi parce que tu es en difficulté financière. Donc voilà, ce transfert se fait. J'ai oublié ce que je voulais dire à la fin. Mais oui, le football, tu fais 6 mois mauvais, tout le monde t'oublie. T'en fais 6 mois bon, tu reviens au top du succès mondial du football, tu reviens au top du foot et tu seras peut-être même pour des discussions de la plus grande distinction individuelle de ce sport. Donc voilà, je pense qu'on a été complet sur Rashford. Dites-nous, vous, fans catalans, fans de football, votre avis en commentaire. Petite parenthèse, avant de continuer, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, d'activer la cloche, ça nous soutient énormément. On va parler d'un autre attaquant, lui qui on attendait beaucoup moins quand il était jeune, qui est passé par beaucoup de clubs avant de briller cette saison au Sporting Lisbonne. C'est Gyökeres, officiellement à Arsenal, l'attaquant suédois qui a signé à hauteur de 65 millions. Il y a des bonus compris. On va en discuter. Moi, honnêtement, je suis très hypé par ce transfert. Pour parler un peu d'Arsenal, on savait que c'était un chaînon manquant, qu'il fallait un numéro 9, un mec beaucoup plus tueur dans la surface. T'en as pas vraiment eu. T'as eu Gabriel Jesus qui est venu et qui n'est même pas vraiment dans ce profil-là, qui est plus créatif, qui va être un faux numéro 9 et un 9 qui va aider, mais qui a été quand même très performant. Maintenant, les blessures ont eu raison de lui. Les blessures ne l'ont pas laissé avoir un passage à Arsenal correct et concluant. Donc maintenant, tu avais besoin d'un nouveau numéro 9. On est sur un marché compliqué. Tu es parti chercher Gyökeres, qui a mis une valise de but au Sporting Lisbonne. Maintenant, est-ce que moi, c'est le joueur que j'attendais à Arsenal? J'ai encore des doutes et il aura beaucoup à prouver.
On a vu, moi j'ai vu beaucoup de chaînes anglaises, même dans la presse, il y a beaucoup de gens dithyrambiques, enfin pas dithyrambiques, pardon, mais justement qui sont un peu inquiets à l'arrivée de l'attaquant suédois, parce qu'on connaît, on peut faire une liste de 10 attaquants qui ont brillé dans le championnat portugais et qui se sont éteints par la suite, une fois arrivés au tout meilleur niveau. Malgré que Gyökeres a été impressionnant, des doutes sont quand même là. Et Arsenal partait pour chercher un attaquant qui allait te donner des résultats tout de suite. Donc est-ce qu'un Isaac, par exemple, qui va peut-être signer à Liverpool, on va en parler plus tard, pour 120 millions, n'aurait pas été plus judiciable de ramener un neuf qui est sûr? Donc pour Gyökeres, moi, j'ai espoir que ça marche pour Arteta et pour les Gunners. Maintenant, c'est pas un transfert où, si le mec fait 3 mois où c'est un peu dur, ou qu'il rate des occasions, où il est un peu plus dans le mal, et en plus on sait que l'importance d'être mentalement confiant pour un attaquant, c'est très très important pour donner des résultats tout de suite. Moi je ne serais pas surpris si ça arrive, je ne serais pas surpris si Gyökeres est un flop à Arsenal, et je ne sais pas si ça suffit. Si, là on parle globalement d'Arsenal, mais je ne sais pas si c'est vraiment la pièce qui te manque seule pour aller remporter enfin cette première ligue que tu cherches depuis 5 ans. Je te lance c'est l'espérance des fans d'Arsenal, et j'ai l'impression que les fans d'Arsenal, eux, sont hypés. En tout cas, eux, ils pensent avoir leur striker, leur neuf, leur numéro 9, et que voilà, la pièce manquante est arrivée. Maintenant, comme toi, je pense pas que c'est suffisant. Je pense que dans ce mercato, ils doivent encore ajouter un ailier gauche, mais je sais pas s'ils vont encore mettre une somme, vu ce qu'ils ont déjà tout dépensé sur ce mercato, qui est déjà un peu hors de la norme pour Arsenal de dépenser déjà ce qu'ils ont dépensé sur ce mercato. Mais moi, je t'avoue que Gyökeres, je suis peut-être comme la presse anglaise, Ayoub. Je dis pas que je m'attends à un flop forcément, mais j'ai des doutes. J'attends de voir. J'attends de voir. Moi, le dernier attaquant de la Ligue portugaise que j'ai vu venir dans un gros club de Première Ligue, à savoir Monsieur Darwin Núñez, m'a énormément déçu. Et bien sûr, c'est pas les mêmes joueurs, c'est différent, c'est pas la même chose, etc. Une carrière n'est pas la même que l'autre. Mais c'est le dernier exemple qu'on peut relier. Et j'ai peur. J'ai un peu peur pour l'Arsenal Football Club, et je m'attends pas non plus à un flop où c'est catastrophique, il met 2 buts. Mais si sur cette première saison, Gyökeres, dans sa première saison en Première Ligue, le meilleur championnat du monde, il met 12 buts en Première Ligue, ça me choquerait pas. Et en soi, ce serait pas si mauvais que ça, en soi. Tu vois, pour une première saison, ça va. Mais comme tu l'as dit, il y a cette pression à Arsenal, où on se dit que c'est la pièce manquante, c'est le bout qui va nous faire gagner le championnat. Ce sera notre Erling Haaland. On va dire ça pour Arsenal. Continue. Ça, ils le voient comme leur Erling Haaland. Et c'est là où j'ai peur pour lui, où je pense que les attentes sont hyper hautes. Mais ce qui est beau pour Arsenal, c'est qu'il tenait absolument à ce transfert, il tenait absolument à venir à Arsenal. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas peur de ce défi. Quand tu l'entends dans certaines de ses conférences de presse ou des sorties qu'il a dit, de ce que j'ai lu, il est là, oui, je vais le faire, ça va le faire. Il va prendre le numéro 14 de Thierry Henry, normalement, de ce que j'ai lu aussi. Donc, non, il embrace le challenge. Et pour ça, respect à lui sur ça. Mais j'attends de voir Ayoub. J'attends de voir Ayoub. Et s'il met 12 buts en Première Ligue cette saison, je serais vraiment pas choqué. Je suis complètement d'accord avec toi. En plus, tu as parlé d'Haaland. Et c'est très très bien. Parce que maintenant, depuis que Erling Haaland a signé à Manchester City, il y a une hype où toutes les équipes qui commencent à jouer bien pensent qu'elles vont ramener un neuf qui est physique, qui finit bien, qui a mis une valise de buts une saison. Ça va être comme City, ils vont prendre la Ligue des Champions en 2023, c'est la solution à tous les problèmes. Pas forcément, puisque les problèmes d'Arsenal, il y en a plusieurs, c'est la profondeur de banc. Pour moi, Martinelli, il faut un joueur plus costaud que ça. Parce que quand je vois Saka d'un côté, je veux un Rodrigo de l'autre, ou un Nico Williams, un mec qui peut vraiment être un ailier gauche performant, à moins qu'il y ait une énorme progression de Martinelli. Et un neuf. Là, tu as ramené un neuf, une profondeur de banc, il n'y a toujours pas l'ailier gauche. Et même dans le neuf, est-ce que ce sera suffisant ? Est-ce que ce sera lui qui va répondre à tes problèmes de finition dans la surface? Est-ce que ça va être lui ton tueur? Aujourd'hui, Victor Gyökeres, aussi fort soit-il, ça a été qu'un mec qui a mis une valise de but au Sporting Lisbonne pendant une saison. C'est tout. 2, vu qu'il avait déjà commencé en fin d'année 2024. Bien sûr, c'est superbe, il mérite d'avoir des éloges et qu'on ait de l'espoir. Mais avoir le numéro 14, cette pression de dès cette saison, il doit prendre la Première Ligue, c'est autre chose. C'est une autre histoire encore. Donc on va voir, on attend.
Et moi, je vais juste te poser une question rapidement, après on tournera sur Gyökeres. Pour toi, qu'est-ce que serait une saison réussie pour Gyökeres d'un point de vue personnel? Vraiment, tu te dis, sa saison a été Personnel, réussie. Ouais, en termes statistiques ou en général? en général. Après, c'est un 9. Je te dirais une saison où il met au moins allez, une quinzaine de buts déjà en Première Ligue Ah ouais. et où, et grâce à ses performances, même peut-être en FA Cup, un trophée est ramené à Arsenal. Tu vois, je vais même pas mettre les attentes à la Ligue des Champions et tout, même si tu as dit c'est sur l'aspect personnel, mais je pense que s'il est pris, c'est pas juste pour scorer des buts. S'il score beaucoup de buts et qu'Arsenal ne prend même pas un trophée, je pense que même lui aura une certaine déception. Mais pour moi, il doit, dans sa première saison en Première Ligue, s'il met une quinzaine, 17 buts, qu'au fil des mois, il est encore plus à l'aise dans cette ligue et que collectivement, Arsenal pu prendre un trophée même de Coupe nationale, ce sera une saison réussie pour que la saison d'après, où il sera peut-être plus à l'aise dans cette ligue, dans cette Première Ligue, il aille chercher le 23 buts, le 25 buts. Mais en soi, limite, je mets les attentes basses parce que quand tu vois Isaac, quand il est venu en Première Ligue, il avait eu beaucoup de buts aussi dès sa première saison. Parce qu'Isaac, on le voit que la saison passée, mais dès sa première saison aussi, il a score beaucoup. Isaac, et même dans ses actions, il a été très efficace. Ouais, il y a eu une blessure qui l'a coupé. Mais je veux dire, c'est qu'il a été productif assez vite. Ouais. Tu vois, et l'attente de Gyökeres, c'est ça. Mais je m'attends, j'ai pas envie de mettre l'attente de Gyökeres qu'il aille nous claquer 28 buts, tu vois, comme un Haaland. C'est trop. Haaland, c'est trop pour moi. Ouais, je sais que c'était plus, mais je veux dire, juste qu'il fasse 28, genre, je pense que des fans d'Arsenal pensent réellement que c'est on the board, genre, c'est possible. Mais s'il met par exemple 20 buts, c'est une saison parfaite. Pour moi, s'il met entre 20 et 25 buts, qu'il a été surtout, un truc très important, être impactant dans les gros matchs en Première Ligue. Parce que pour moi, c'est ça qui me dérange Arsenal. C'est ce joueur devant, grand match, il va être là. Je te dis pas qu'il marque contre le top 6 tout le temps, mais qu'il a un gros match contre City, un gros match contre Tottenham, qu'il mette à chaque fois son but contre Chelsea. Désolé. Mais pour moi, s'il apporte ça, il aura apporté ce qui manque à Arsenal. Et c'est ce qu'il faut. Il faut qu'un neuf vienne faire ça à Arsenal maintenant. C'est pour ça que pour moi, Sesco ne devait pas venir. Parce que Sesco, c'est encore, s'il rate cette saison à Arsenal, c'est pas grave. Donc c'est pour moi qu'il fallait Isaac au mieux, Gyökeres si t'as pas, et un Ekitike, Sesco au cas où. Vraiment, en plan C. Donc toi, tu tiens au gros match. Moi, justement, je pense que Arsenal a besoin de cet attaquant qui, chaque 2-3 matchs, limite, il apporte un but, en fait. Oui. J'ai l'impression que c'est ça qu'ils ont besoin. Bien sûr qu'il y a ça. Bien sûr qu'il y a ça. Juste les deux. Mais scorer des buts à chaque match, ils le font. Maintenant, cet attaquant, pour moi, ce mec tueur, parce que tu vois la première saison, il te mettait des 3 buts par match, 2 buts ici, 1 but, etc. Mais ce mec-là, quand c'est dur, quand les momentum, ils sont pas forcément pour toi, dès que tu as un momentum, centre, bam! Et le mec, il va te ramener les 3 points. Ce neuf-là, quand tu es dans la difficulté, il va finir une bonne action. Ce tueur-là. Pour moi, c'est ce mec-là que je veux aujourd'hui à Arsenal. Gyökeres, on a le profil, on a les attentes. Maintenant, est-ce qu'il va le faire? À suivre cette saison. Et ça va être un des feuilletons de cette très belle Première Ligue qu'on aura. Et ma ligue, transition parfaite en parlant de Première Ligue et de numéro 9. Il y a un club qui ne veut pas prendre un numéro 9, mais 2 et de très grands espoirs des futures années. C'est Liverpool avec Isaac et Ekitike. Ekitike, c'est déjà officiel, à hauteur de 95-95 millions d'euros en venue de Francfort. Et encore des discussions avec Alexander Isaac pour 120 millions. Malik, qu'est-ce que t'en penses? Tu peux parler de ce que tu veux de Liverpool. Si tu veux parler que de Isaac, puis que de Ekitike, tu fais ce que bon te semble. Pas de souci. Alors, Liverpool, on en a déjà parlé dans les autres mini mercato. Pour ceux qui n'ont pas encore vu les vidéos, on vous mettra les liens, vous pourrez aller voir. Voilà, on a un Liverpool qui surprend, je pense, un peu tout le monde qui suit la Première Ligue, en tout cas depuis un moment, et qui suit Liverpool depuis un très long moment même. On sait que Liverpool, c'est loin d'être l'un des clubs les plus dépensiers dans leur histoire, surtout quand c'était ce Liverpool qui alignait des 11 dignes d'équipe de Première Ligue, et où c'était ce Liverpool, on se demandait est-ce que c'était vraiment encore un grand club, à part les chants, à part l'histoire d'Anfield et à part Steven Gerrard. Ce Liverpool aujourd'hui qui va peut-être dépenser plus de 450 millions sur un mercato, je suis bouche bée.
je suis bouche bée, même si voilà, on a une nouvelle direction que sous, sous le régime de Klopp. Je suis choqué que même après première ligue gagnée, ben Liverpool est limite encore plus agressif en se disant que voilà, Slot doit créer son équipe. Ayoub va me dire que voilà, lui, ça le choque pas. Justement, c'est le moment parfait pour être agressif. Vraiment que Slot fasse son équipe et que ce soit pas juste les restes de Jürgen Klopp. Mais en tout cas, moi, je le dis vraiment honnêtement, je m'y attendais pas du tout à ça, à cette agressivité de Liverpool avec tout ce qu'ils ont acheté, Weir, Skerkes, Frimpong, etc. Et là, avec Hugo et j'arrive jamais à dire son nom, excusez-moi. Avec Hugo, comment? Ekitike. Ekitike. Ouais. Ekitike, Hugo. Avec Hugo, ben, cet achat m'a pas surpris dans le sens où je comprends l'achat dans l'aspect projet, dans l'aspect il est jeune, dans l'aspect voilà, c'est un joueur grand, un attaquant grand, mais qui est assez mobile et tout, donc c'est vraiment une bonne idée. Moi, comme je l'ai déjà dit à Ayoub off caméra, c'est plus le prix qui me dérange. À 95 millions sur un Hugo qui a fait une bonne saison à Francfort, même si c'est le marché de maintenant où voilà, on achète des projets, on achète des jeunes joueurs ou même des Lenny Yoro étant acheté par Man United à un gros prix juste parce que voilà, c'est un gros projet, c'est un jeune joueur, etc. Je trouve que c'est quand même trop. 95 millions, on n'a pas besoin d'en aller jusque-là, surtout quand ce qui a été posé sur le CV, sur le bagage mis dans la carrière professionnelle actuelle de Hugo Ekitike est si pas fait mais peu rempli, on va dire dans le CV, mais voilà, c'est le choix de Liverpool. Ils ont fait des mercatos pendant limite 3 saisons, ils achetaient presque personne. Donc voilà, ils ont eu un business où ils se lâchent, ils peuvent se lâcher, ils peuvent se permettre de se lâcher. Je pense pas que les gens vont s'acharner sur eux comme on le fait avec un certain club du ouest de Londres, de l'ouest de Londres. Vous savez de quel club je parle? Mais voilà, c'est juste le prix qui m'a un peu surpris sur Ekitike, mais dans l'ensemble, je comprends. Et sur Isaac, j'ai même envie de laisser Ayoub aller plus en détail dans cela, mais Isaac, s'ils prennent Isaac, en fait, je me dis, mais comment Liverpool va pas gagner la première ligue la saison prochaine? Parce que moi, Isaac, ces 2 saisons là à Newcastle, il a convaincu plus que tout le monde. Avant déjà, même quand il jouait à la Sociedad et même l'Euro 2021 qu'il avait fait, on trouvait tous que c'était un bon joueur, un très bon attaquant, qu'il avait des qualités, même en termes techniques, etc. C'était super. Mais je m'attendais pas à ce qu'il soit à ce point aussi impactant dès ses 2 premières saisons en Première Ligue, et en allant dans un grand club, on joue avec des meilleurs joueurs encore, et je pense il aura d'office une pression, mais je pense pas que la pression va l'atteindre à ce point. Donc je m'attends à ce qu'il brille de fou s'il va dans cette équipe de Liverpool, et que voilà, Liverpool marche sur cette Première Ligue, et que Liverpool marque des 3 à 4 buts par match avec l'ami Salah qui jouera à sa droite, et même pour le futur, quand tu sais qu'un Salah va avoir 34 ans d'ici la saison prochaine, tu dis qu'ils ont recruté leur nouveau scoreur, celui qui va s'occuper de scorer chez eux, et même le joueur qui va s'occuper d'aider les joueurs offensifs qui seront placés à côté de lui, avec Wirtz qui jouera juste derrière lui. Donc non, cet achat est juste un plus, un win-win pour Isaac et pour Liverpool. Et pour moi, je ne vois tout simplement pas, avec Isaac dans les rangs, comment Liverpool ne gagnerait pas cette Première Ligue. Et comment ils ne seraient pas favoris s'ils ne le sont pas déjà. Bah, pour moi, je vais d'abord parler du Hugo Ekitike que je connais bien, qui a passé un an au sein du Paris Saint-Germain, et de son transfert, puisque ça c'est officiel. Isaac, on est au stade de la rumeur pour le moment. Tu as parlé de son prix, 95 millions. Ouais, 95 millions, je trouve ça exorbitant, parce que le mec il a 1 an et demi de football de haut niveau, 6 mois à Reims, au PSG. J'ai pas de souvenir de Ekitike, par moment, oui, par bribes, mais j'ai pas 1 mois complet de Hugo Ekitike au Paris Saint-Germain. Et là, j'ai eu une très belle saison du côté de l'Eintracht Francfort. Donc, bien sûr qu'il mériterait peut-être plus que l'Eintracht Francfort, que pour moi, c'est un joueur avec un top potentiel qui est hyper complet en termes de numéro 9, que ce soit sur le plan technique, le plan physique. Il a une belle finition, et surtout qu'il a déjà une belle finition, mais qu'il a une marge de progression sur ce plan-là, que s'il arrive à passer ce cap-là, pour moi, sera un top numéro 9 et parfaitement adaptable au championnat anglais. Maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est que
tu mises sur lui comme si ça allait être ton numéro 9, puisque le prix c'est 95 millions, c'est que c'est un 9 qui doit t'apporter pendant 5, 6 ans, voire plus, et qui doit être ton joueur devant qui va impacter, surtout que tu auras un ailier, Mohamed Salah, qui te mettait ta valise de but nécessaire à remporter des titres chaque saison, à qui il reste plus beaucoup de temps, qui va jouer la CAN cette saison. Faut pas l'oublier, qui va peut-être, s'il va au bout, être pendant un mois pas là, avec tout ce que ça en demande physiquement, avec le départ au Maroc, etc. Maintenant, pour Hugo Ekitike, c'est une superbe opportunité de signer dans ce club-là signer ce club-là à Liverpool. On se rappelle de son transfert au PSG, ça n'avait pas marché. Pour moi, énormément de part de responsabilité est au Paris Saint-Germain qui n'a pas su gérer son cas. Christophe Galtier lui a donné beaucoup trop peu de temps de jeu. Il s'est hyper bien relancé à Francfort. Pour moi, ça c'est une opportunité en or d'être le numéro 9, d'être encadré de joueurs aussi forts qu'est Mohamed Salah, qui est Cody Gakpo, qui est Florian Wirtz, Szoboszlai, et même avec les nouveaux latéraux qu'ils auront, le mec va être régalé, pourra régaler également ses coéquipiers. J'espère franchement que ça va marcher, parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est une équipe qui est en train de me faire rêver. Maintenant, moi, il y a un truc... Je peux te poser une question sur toi avant que tu avances, oui, sur ce que tu dis là. Bien sûr. Mais tu penses pas justement que si Isaac arrive, ben il peut vivre une situation similaire à ce qu'il a vécu à Paris ou... Ok, pardon. J'allais y venir. Maintenant, pourquoi mettre 95 millions d'euros sur un 9 si tu ramènes Isaac par la suite? Parce que Isaac a 27 ans, c'est pas un joueur à développer, c'est pas un joueur sur lequel on attend une marge de progression. Peut-être, bien sûr, il y aura toujours des choses à corriger, il devra encore passer un cap, mais ça, je pense que ça se fera naturellement en arrivant dans un club de cette envergure. Pourquoi tu prends Ekitike alors? Moi, si c'est pour mettre 120 millions sur un joueur, on va en parler juste après le départ de Luis Diaz, mets-les-moi sur Rodrigo qui en a marre de sa situation au Real Madrid, tu auras un ailier gauche, un ailier droit de top niveau, un numéro 9, un numéro 10. Et là, tu auras un 4 offensif, un quatuor offensif, mais d'un niveau stratosphérique. Après, je pense que Florian Wirtz va plutôt jouer sur le demi-espace gauche avec peut-être un Kerkez qui monte beaucoup, ou alors un Isaac devant qui va beaucoup se coller à la ligne gauche. Mais pour moi, mettre 200 millions d'euros sur ces deux attaquants-là, j'ai beaucoup de mal. Je comprends pas le choix. Surtout que tu auras un départ bientôt, d'ici 1 ou 2 saisons de Mohamed Salah. Ça veut dire que tu devras encore prendre un ailier droit pour subvenir aux besoins de ton club. À part si plus tard tu te mettras à jouer à 2-9. Mais pour moi, dans la logique actuelle, c'était soit tu prends Isaac, soit Ekitike. Et si tu as pris Ekitike et que tu veux faire ton mercato all-time où tu mets 450 millions après des années sans dépenser énormément, mets-moi Rodrigo. Il a 24 ans, il lui reste peut-être 10 ans au niveau. Le mec, il a faim, le mec, c'est son poste, il le connaît, il va jouer avec des joueurs de top niveau. Et là, tu auras un 11 beaucoup plus cohérent, je pense. Maintenant, si tu n'avais pas Ekitike, bien sûr que Isaac, pour moi, c'est le meilleur 9 en Europe actuelle qui est disponible sur le marché. Donc, bien sûr que c'est une opportunité de malade, surtout quand ton 9 précédent, c'était Darwin Núñez titulaire, que tu mettais Luis Diaz à ce poste-là. Mais pour moi, ramener Isaac maintenant, à ce moment-là du mercato, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais bon, toi, je sais pas ce que t'en penses. Non, c'est vrai qu'au vu de l'avenir de Hugo, on comprend pas trop. On comprend pas trop, mais peut-être que Liverpool a une vision différente, comme tu le dis, un futur où il joue avec deux attaquants. Et en soi, comme tu l'as dit aussi au début, Hugo c'est officiel. Isaac, ça allait pas encore. Donc peut-être qu'au final, Isaac va pas venir du tout. Et en vrai, ces questions n'aura plus à se les poser. Et que cet argent que tu veux qu'ils mettent sur Rodrigo sera mis. Surtout qu'on a eu des infos de l'ami Fabrizio que tout le monde connaît. Que même après l'achat de Hugo, que Liverpool n'avait pas fini dans ce mercato. Donc peut-être ce que tu dis va se mettre en place et qu'un Rodrigo va être pris. Même si maintenant, moi, je t'avoue que si un Rodrigo n'est pas pris, j'ai l'impression que Szoboszlai en 10 et Wirtz qui joue dans ce demi-espace gauche, comme tu l'as dit, et Isaac devant, c'est plus que suffisant. C'est plus que suffisant aussi. C'est ça. Moi, je comprends pas trop la cohérence.
Mais bon, je pense qu'on peut passer au prochain joueur, prochain transfert, qui lui est définitivement officiel. J'ai pas trouvé d'image. Je t'ai chargé 2 images de lui, les deux ne voulaient pas. C'est Luis Diaz à Liverpool. Je me permets de commencer. Pour moi, c'est aussi un transfert. Au Bayern, gros. Au Bayern, pardon. Peut-être que Liverpool. Me vire pas, s'il te plaît. Pour moi, c'est un top transfert. Ça fait un moment qu'on sait que le joueur avait des envies de départ. Il est arrivé en 2022, en janvier 2022, oui. Oui, c'est les 6 mois où après ils font finale, où Mané est replacé en faux neuf. Il a fait 3 ans et demi au club, 3 belles années, une finale de Ligue des Champions, une première ligue remportée. On se souviendra de Luis Diaz à Liverpool, maintenant le joueur a 27 ans. Il avait envie d'un nouveau challenge. Moi, je le voyais bien continuer à Liverpool. Maintenant, pour moi, le Bayern, c'est aussi un top club, où peut-être il aura envie de gagner ailleurs, d'avoir une autre place. Peut-être que familialement, il se sentait pas bien à Liverpool. J'ai pas trop compris l'envie de départ. Quand ça parlait du FC Barcelone, peut-être que le joueur était fan de ce club, donc ça, je pouvais un peu plus comprendre. Maintenant, pourquoi le Bayern, je ne sais pas. Ça reste un top club qui a des ambitions énormes chaque saison. Et je pense qu'il va réussir là-bas, parce que c'est un joueur déjà confirmé, qui est arrivé ces 6 premiers mois à Liverpool. On s'en rappelle tous, il avait eu un impact immédiat, et pourtant il venait de Porto, donc ceux qui critiquent les joueurs qui viennent du championnat portugais, certes, il y a de très gros flops, mais il y a aussi eu de très grosses réussites. Et surtout, ça répond à un besoin du côté du Bayern. Pour moi, les ailiers du côté du Bayern, ces 2-3 dernières saisons, c'était plus du tout du niveau du Bayern. Quand tu vois le Roy Sané, je suis désolé, je vais laisser les supporters du Bayern l'insulter en commentaire, s'il vous plaît, restez un minimum respectueux, même si je sais que ce sera difficile. Mais son niveau était exécrable. C'est pas du niveau du Bayern de Munich, bien sûr. Après, de temps en temps, il te lâche un match ou il te montre que s'il a la qualité d'être un top player, mais c'est très rare. Gnabry, ça fait un moment que le mec est mort dans le film. À côté, t'as qui Coman, qui lui, pour moi, à chaque fois qu'il joue, montre qu'il a le niveau, mais a un physique qui le permet pas de faire une saison complète au haut niveau, à part peut-être la saison dernière. T'as ramené Michael Olise, qui, dès sa première saison, a marché sur la Bundesliga, qui a fait une top saison, qui est devenu international français. Comme quoi, acheter un joueur après qu'il ait fait plusieurs saisons dans son club et qu'il ait eu le temps de se confirmer, de confirmer sa valeur, c'est mieux que d'acheter un joueur après 6 mois. Michael Olise en est la preuve. Maintenant, tu as un numéro 10 qui s'appelle Jamal Musiala, un ailier droit et un top 9. Il te fallait un top ailier gauche et tu es parti le chercher avec Luis Diaz. Donc, tu as un top fort qui a déjà confirmé son niveau au très très haut niveau. Luis Diaz dans des grands matchs en Ligue des Champions, des grands matchs en Première Ligue. Musiala, Olise, on n'en parle pas. Et Harry Kane, ça fait 10 ans qu'on le connaît pour être un top numéro 9. Donc, tu as une nouvelle attaque. Maintenant, à voir comment Vincent Kompany va articuler tout ça. En tout cas, j'ai hâte de voir ça du côté du Bayern. Ils redeviennent pour moi au sommet des favoris à la prochaine Ligue des Champions, puisqu'ils se font un bel effectif. Maintenant, à voir est-ce que derrière, ils vont continuer à résoudre les problèmes. On a parlé des problèmes au niveau de la charnière. Luis Diaz n'est pas une réponse à tous les mots MAUX du Bayern de Munich, mais c'est une grosse réponse. Surtout que pour cette saison en particulier, faut pas oublier que Musiala s'est blessé et que malheureusement il va manquer. Il risque de manquer toute la saison en vrai quasiment. Si pas toute, une très très grosse partie de la saison, donc ça risque d'être compliqué. Mais voilà, c'est pas un transfert de 1 an. Mais je vous avoue, donc sur le côté du Bayern, je suis d'accord avec tout ce que Ayoub dit. C'était une position de manque. Je pense que le Bayern à la base, il voulait absolument Florian Wirtz. Je pense qu'ils étaient même confiants. Ils s'étaient dit, il va rester dans le pays, Allemagne. Genre, le Bayern, normalement, c'est logique. Un joueur allemand qui performe dans un club en Allemagne, en Bundesliga, il va au Bayern. De quoi vous parlez? Mais là, un Florian Wirtz qui part, ils ont dû essayer de trouver des solutions. Il y avait des rumeurs de Eze, il y avait des rumeurs d'autres. Et là, je pense qu'ils ont trouvé la meilleure option. Il y avait même Rashford aussi, possiblement, qui pouvait aller là-bas. Mais Luis Diaz, c'était la meilleure option. Donc, du côté du Bayern, je comprends tout. Mais du côté de Liverpool aussi, ça m'a surpris. Moi, je m'attendais aussi qu'il allait rester. Je trouve qu'il a fait cette saison, il a été super. Il a fait une superbe saison. Même quand il a dû jouer neuf, il a su assumer. Plus que même un joueur comme Gakpo, qu'on serait dit avec son format, qu'il aurait
plus facile justement à lui jouer neuf que Luis Diaz. Et ben, finalement, c'était le contraire. Donc moi ce transfert m'a énormément surpris. Et moi, en grand suiveur de Première Ligue, comme j'ai dit, j'ai vraiment apprécié ces 3 saisons de Luis Diaz. Parce que voilà, les gens aiment bien dire, ouais, le contenu, on n'est pas dans les fiches Excel, etc. Mais ouais, Luis Diaz, quand tu regardes ses matchs, il peut te sortir des actions, des dribbles. Tu te dis, waouh, c'est beau à voir ce qu'il avait envoyé à Kyle Walker, je pense à la saison 2023 ou 2024, je sais plus. Je l'ai encore en tête, c'était absolument... Combien? 2023, je pense. 2023, je pense aussi. C'était absolument magnifique et je l'ai encore en tête. Et il a plein d'autres actions comme ça, lui. Donc c'est vraiment un joueur que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. Il a mis ses buts dans les matchs importants quand il devait le mettre. Il a mis des buts quand il fallait le faire. Donc j'ai pas trop compris ce choix de Liverpool. Et comme de ce qu'on a compris, c'était pas vraiment entre guillemets le choix de Liverpool et plus de Luis Diaz. Donc je vous avoue, j'étais comme Ayoub. Mais aujourd'hui, j'ai vu quelque chose qui m'a fait comprendre que non, je comprends pourquoi il est parti. Maintenant, je vais vous dire pourquoi. Salaire annuel à Liverpool, 3 millions. Salaire au Bayern, 13 millions. Salaire mensuel à Liverpool, 250 000 euros. Salaire au Bayern, 1,1 million. Salaire mensuel, c'est salaire le mois. Salaire par semaine à Liverpool, 56 000 euros. Salaire au Bayern, 245 000 euros. Donc voilà, je pense que j'ai compris. Je pense que j'ai compris et je n'en veux pas du tout, je le comprends et c'est pas en plus il va, je sais pas, dans un championnat qui n'est pas compétitif du tout. Il va dans l'un des meilleurs clubs de l'histoire du football, il va au Bayern Munich et il a ce salaire-là. Donc respect Louis, bravo Louis, je comprends ton choix. Ouais. Et il reste dans un club hyper compétitif comme tu l'as dit. Ok, on a 36 minutes de vidéo, on a abordé tous les sujets sauf un. C'est dans le football Mali qu'on parle souvent des attaquants, des ailiers, des numéros 10, les joueurs qui nous font rêver. Mais il y a un marché très important, très instable, enfin pas très instable, justement très stable et très difficile à bouger, où il y a très rarement des vrais mouvements. Mais là, il y a une chaise musicale qui va peut-être s'opérer. C'est Donnarumma qui pourrait quitter le Paris Saint-Germain pour être remplacé par Lucas Chevalier. Je vais expliquer rapidement le cas de Donnarumma, parce qu'il y en a beaucoup qui en parlent, beaucoup, ça tergiverse énormément envers ce cas, ça critique d'une part, ça explique de l'autre côté. Le problème avec Donnarumma, c'est que il y a une renégociation qui est en train de se faire, où lui a un salaire à 10 millions. Le Paris Saint-Germain a une nouvelle politique sportive où il ne veut plus surpayer ses joueurs et leur donner des salaires en fonction de leurs résultats. Le Paris Saint-Germain veut donner 7 millions d'euros annuels à Donnarumma avec 3 millions de bonus en fonction des performances, etc. Alors que Donnarumma n'accepte pas de baisser son salaire, donc il demande à partir. Malik, tu veux que je te donne mon avis ou tu veux commencer? Pour moi, j'ai un gros avis sur ça, hein, mais tu peux continuer si tu veux. Tu sais quoi, je préfère commencer, comme ça on voit si on est d'accord ou pas. Je peux comprendre que ça peut paraître choquant, que le Paris Saint-Germain veuille baisser le salaire de Donnarumma. Moi aussi, j'ai pas trop compris le fait de vouloir renégocier son salaire après ces mois-là. Mais je pense, en toute objectivité, qu'il ne faut pas être amnésique non plus. Donnarumma a été un acteur plus que majeur à la Ligue des Champions. Maintenant, il ne faut pas oublier que le mec, depuis 3 ans, voire 4 ans, il n'a pas été au top tout au long de son passage au Paris Saint-Germain jusqu'ici. Il y a eu des moments où il y a eu des boulettes dans de gros matchs de Ligue des Champions. Cette saison encore, face à Liverpool, même en Ligue 1, il y a des moments où je l'ai trouvé clairement en dessous. Il ne sait même pas qui choisit ses matchs. Et qu'il y a des matchs où tu as l'impression que psychologiquement, il est totalement absent. Maintenant, pour moi, fallait le garder parce que là, il y a eu un déclic mental, qu'il se sentait bien au club, qu'il avait passé un cap sur ces derniers mois. Maintenant, j'ai envie, je dis beaucoup maintenant, désormais, j'apprécie le fait que mon club ait une nouvelle politique. Pardon ? Non, si tu me fais penser aux cours de français, parce que pour ceux qui ne savent pas, on était ensemble à l'école, Ayoub et moi, les cours de français où il faut utiliser les collecteurs logiques. Et voilà, Ayoub en fait une démonstration et c'est beau. Merci Ayoub. Ça m'étonne que tu te rappelles ça, vu le temps que tu passais derrière à parler avec des filles. Mais c'est pas grave. Pour continuer sur Gianluigi Donnarumma, j'apprécie le fait que maintenant le Paris Saint-Germain ait cette politique de t'as été un superbe joueur, etc. Maintenant, nous, on a des conditions. Si tu veux rester avec ces conditions, t'es la bienvenue. Si tu veux pas, on te trouve un autre club. Et merci pour les services rendus. On s'en remettra. Donc moi, c'est ma position.
par rapport au cas de Donnarumma. Je veux la tienne. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que fait le Paris Saint-Germain, même si j'entends ce que Ayoub dit dans voilà une nouvelle politique. T'es pas d'accord? Comment? Non, d'accord, t'es pas d'accord. On va en discuter. On va en discuter. Parce que j'entends. Très attention. Parce que parce que t'es mort. Tu vois, t'es mort. Fais très attention à ce que tu fais. Parce que j'entends l'aspect où Paris veut pas... on est dans un changement de culture du Paris Saint-Germain, voilà. Et le changement de culture continue, et ça continue par justement les récompenses financières offertes à leurs joueurs qui étaient exorbitantes à l'époque, même si c'était pas les détails que tous les fans s'intéressaient forcément. Mais le gardien avec lequel tu viens de gagner la première LDC de ton histoire, ta manière et qui a sorti une campagne LDC à partir on va dire des huitièmes contre Liverpool, plus que de haut niveau, et qui t'a clairement été aidé à gagner ce titre. On dit toujours que tu peux pas gagner une grande compétition comme la Ligue des Champions et la Coupe du Monde sans un grand gardien, et Donnarumma a agi et s'est comporté comme un grand gardien. N'oublions pas qu'il a aussi été un grand gardien pour sa sélection avec l'Italie en 2021. Et que tu l'honores et que tu le remercies, pas en lui offrant une extension d'un meilleur contrat, mais en lui offrant une extension où tu diminues son contrat, c'est une honte. C'est du jamais vu dans le sport, c'est du jamais vu dans n'importe quel métier. Donc tu fais monter l'entreprise peut-être à un niveau, tu es un employé, tu travailles à DHL, ta récompense, la manière dont on t'honore, et en baissant ton salaire. Et Ayoub trouve ça normal. Normal. Le capitaliste que c'est trouve ça normal. Ça fonctionne. Donc, pas. moi. Non. Donc, Arrête tes bêtises, arrête. Non, c'est bon, arrête tes bêtises ou je te mute. Arrête. Non, là, t'essayes de renverser la vapeur. On sait tous c'est qui le capitaliste, on sait très bien c'est qui l'avare ici. Tu vas pas le Non. Depuis tout à l'heure, tu dis des choses, je dis rien. Cette fois, c'est toi qui prends. C'est un capitaliste. Mais bref, c'est la petite parenthèse. Mais au-delà de ça, Ayoub, c'est que. Non, mais je vais répondre, parce que là, t'es parti en vrai. Mais laisse-moi aller. Mais jamais de la vie, je te laisse finir. Jamais de la vie. Déjà, vous voyez tout ce qu'il dit. Et je vais pas jurer, parce qu'on est dans une émission laïque. Non, je rigole. Mais non, je vais pas jurer. Laïque, il a dit. Parce qu'on parle de football. Mais si c'était un Todd Boehly qui avait fait ça, mais la gestion serait parfaite. Je savais qu'il allait aller ça. Je savais qu'il allait partir comme ça. Les mecs, ils ont dégagé Madueke à Arsenal, alors qu'il a été bon cette saison. Il me dit, oui, il a pas franchi le cap qu'il fallait. C'est comme ça. Tu es un actif du club, tu n'es pas bon, tu pars. Aucun cœur, le mec, il en a rien à faire. Il vient nous faire une leçon de morale sur Donnarumma. Me parle pas de Ligue des Champions, j'en ai rien à faire. Parle-moi du bilan général de Donnarumma. Vas-y. Donc pour toi, Donnarumma, de ce que tu dis, Ayoub n'a pas joué à la hauteur à laquelle il est payé. C'est ça? Sur les 6 derniers mois, oui. Sur l'ensemble de son passage, non. Oui, mais justement, quand il y a une renégociation de contrat, bien sûr, on essaie de faire un bilan général, mais la partie qu'on prend le plus en compte, c'est les mois les plus récents. Et sur les mois les plus récents, avec ce qu'il a fait, que sa renégociation ne soit pas une augmentation de fou, d'accord, mais que ce soit au moins dans les mêmes tranches. Je comprends ton avis et je suis d'accord. Je suis d'accord parce que même moi, ça m'a surpris, il faut être honnête, c'est pas parce que c'est mon club. Mais toi, demain, tu es président d'un club. Tu donnes une renégociation que sur 3 mois. Justement, c'est ce que le PSG a longtemps fait. Et je pense que le PSG s'est rendu compte qu'ils ont donné un trop gros salaire à Donnarumma trop tôt, qu'il ne l'a pas rentabilisé sur le long terme. Bien sûr qu'à la fin, tu es content de lui avoir donné ce salaire-là parce que tu as une Ligue des Champions. Maintenant, tu as une nouvelle politique sportive. Même une politique économique. Tu ne veux pas surpayer tes joueurs, tu veux leur donner en fonction de ce qu'ils t'apportent. Et avoir peut-être son salaire, s'il continue sur les mêmes prestations, pour être sûr que si on a le même Donnarumma, il aura son salaire. Tu te dis pas que ça c'est normal et que ça peut arriver. Et surtout, moi, le truc. Moi, ce qui me fait le plus plaisir avec le Paris Saint-Germain, c'est qu'on est enfin pas en train de se plier aux joueurs, peu importe leur statut, peu importe ce qu'ils ont fait. T'as fait de très grandes choses, ok, maintenant on a un cadre. Tu veux pas te plier à ce cadre-là? Ciao, salut.
tu pars. Mais là, au-delà de se plier au cadre, est-ce que c'est honorer ces joueurs? Parce qu'il y a une partie où, bien sûr, il ne faut pas se plier à ces joueurs, mais il y a une partie où il faut savoir honorer les joueurs qui ont contribué au succès de ton club quand ils ont été des éléments importants. Et moi, j'ai juste une question. Si on fait ça, parce que je ne sais pas ça, mais Donnarumma, c'est quoi son contrat? Il finissait dans 1 an. C'est pour ça qu'il y avait une négociation. 2026. Ou même pas. Donc, oui, 2026, je vais vérifier ça. Normalement, c'est 2026. En 2026, pour ça, il y avait une renégociation. Ok, c'est juste parce que je n'étais pas sûr de cette info. Mais non, moi, je t'avoue que je comprends pas. Parce que cette nouvelle politique, je l'aurais mieux compris si c'était, par exemple, avec un joueur qui va arriver au PSG, qui veut être acheté, et genre, je sais pas, enfin, c'est déjà arrivé, mais je veux dire, un Gvara, vous allez pas essayer de le surpayer, même si on sait que quand tu viens à Paris, ben, t'étais bien payé normalement. Mais avec un joueur qui t'a aidé et qui fait partie du club depuis 3 ans, c'est ça? Même plus. Je comprends pas trop, je t'avoue. Surtout que, genre, si son remplaçant, allez, après, je sais pas si tu veux déjà, on en parle déjà ou on finit d'abord le cas de Donnarumma. Mais surtout que son remplaçant, je sais pas s'il est à ce point forcément meilleur que lui déjà. Et en vrai, il est plus jeune que lui, seulement de 2 années. Donnarumma reste un gardien. Surtout pour un gardien, il reste hyper jeune, il a que 26 ans. Il fait quand même partie des meilleurs gardiens au monde, Donnarumma, même si on peut penser de ce qu'on veut de son bilan, comme tu l'as dit, ces 3 dernières saisons au Paris Saint-Germain. Il fait partie des meilleurs gardiens au monde. Et pouvoir prendre un des meilleurs gardiens au monde, c'est un luxe que tous les clubs n'ont pas. Nous, Chelsea, je veux qu'on achète un gardien, on a du mal. On a du mal. Mais si Donnarumma est libre... mais lui, cette demande de salaire, elle est à 13 millions d'euros par an. Est-ce que tu penses que Donnarumma mérite 13 millions d'euros par an? Au vu du poste auquel il joue, au vu comment avoir un gardien c'est difficile, je pense que possiblement oui, au vu qu'il vient de gagner. Moi, je suis le Paris Saint-Germain. Je suis le Paris Saint-Germain. Je suis Luis Campos. Et Nasser El Khelaifi. Donnarumma, il vient dans mon bureau. Il me dit, je veux 13 millions par an. J'appelle Olivier Létang. Je lui dis, c'est combien, Lucas? C'est combien? On pose, on négocie, viens, on discute, on prend un café, un kahwa, peu importe, on discute, on prend Lucas Chevalier. 13 millions d'euros par an. Lucas Chevalier va suffire à remplacer Donnarumma. C'est pas qu'il va suffire à le remplacer à l'instant T. Bien sûr, tu es dans un marché des gardiens. Déjà, trouver un top gardien en Europe, ça devient difficile. Il y en a combien? Je suis d'accord. Mais c'est pas pour ça que tu dois lui donner 13 millions par an. Il gagnait 10 millions par an. Le PSG lui propose 8 millions fixes, plus 2 millions de bonus liés aux performances. Ça veut dire que s'il continue à performer, à avoir les 3 derniers mois qu'il a donnés, il aura le même salaire qu'avant. Sinon, comme sur 3 ans, voire 4 avant, ben non, tu ne les auras pas. Donc pour moi je trouve le choix du PSG. Mais le bon compromis n'aurait pas été, après là on rentre dans des aspects de négociation dans lesquels on n'était pas, mais le bon compromis, et en soi elles sont toujours en cours j'imagine, le bon compromis serait pas t'es payé comme avant, et justement t'as ces possibles bonus pour arriver à 11 millions et demi, 12 millions, en fonction de tes performances. Moi je donne pas 12 millions par an à Donnarumma. Pourquoi? Parce que c'est cher payé. Bien sûr. Il est payé combien, Courtois? Après, moi, je connais pas le marché des gardiens, en vrai, je vais pas vous mentir. Moi aussi, c'est un marché. On voit les meilleurs gardiens au monde, combien ils sont payés, parce que sûrement, je suis sûr que son agent, il vient avec ces arguments-là. Ah, les meilleurs gardiens au monde, ils sont payés autant. Nous, Donnarumma, il vient de gagner Ligue des Champions, etc. C'est pour ça qu'on a ces demandes. Je vais te dire un truc, Malik. C'est pas mon argent, j'en ai rien à faire. Ok. Demain, on prolonge Donnarumma. Moi, je veux voir un deuxième gardien pour le remplacer. Parce que moi, Thibaut Courtois, il est payé 15 millions. Ouais, si tu veux comparer, il y a 3 galaxies. Il y a 3 galaxies entre Thibaut Courtois et deux. 4. Si Thibaut Courtois, qui depuis qu'il est arrivé au Real, parce que moi je me rappelle, moi t'étais là à l'école, je me battais pour défendre Thibaut Courtois quand ça le comparait avec Keylor Navas. Moi j'expliquais très bien qu'il n'y avait pas de discussion entre les deux. Non, moi je défendais. Pas ok. Mais t'étais présent, donc tu dois le savoir. Si Thibaut Courtois, déjà Donnarumma prend déjà 12 millions entre 10 et 12 millions par an. Donc, si Courtois prend 15 millions, Donnarumma il en prend 3. Qu'on soit bien d'accord. Moi, je suis très sérieux, je suis très sérieux, je rigole pas. Si Courtois... Qui est meilleur que Donnarumma pour toi?
En Europe, t'en as pas énormément parce que t'as un marché des gardiens. Non, juste deux noms. À part Thibaut Courtois. Tu vas me prendre pour un fou. Ter Stegen. Oui, c'est juste deux noms, dis-moi. Ter Stegen est meilleur. Quoi Ter Stegen n'est pas meilleur. Ter Stegen t'apporte pas plus. Non, jamais de la... T'as vu ce qu'il avait fait contre Monaco, juste là, en Ligue des Champions, il y a pas longtemps. Tu veux qu'on compte les erreurs de Donnarumma? Tu veux qu'on compte les erreurs de Donnarumma? Arsenal, Liverpool, le Real Madrid. Tu veux qu'on compte toutes les années où il nous a coûté des éliminations en Ligue des Champions? Ayoub Ter Stegen n'était plus blessé. Yann Sommer. Ziflik a dit non. Yann Sommer ou Courtois? SSD va continuer à jouer en Ligue des Champions. Tu te rends compte? Yann Sommer ou Courtois? Yann Sommer ou Donnarumma? Yann Sommer ou Donnarumma, pardon. Sur cette saison, c'est Donnarumma? En vrai. Sur toute la saison? Il a gagné. Sur toute la... Malik. Non, je vais pas insulter Donnarumma. Bien sûr que Donnarumma est un top gardien. Maintenant, il demande un salaire qui, pour moi, ne le mérite pas. Il ne le mérite pas. Bien sûr que le PSG, pour moi, aurait dû lui donner au moins le même salaire. Pour moi, ça aurait été convenable. Ouais. Et pourquoi pas des bonus s'il a des top performances et si ça avec pourquoi pas une clause, une réduction de salaire. Je trouve ça un peu dur, même si... D'une part, je la comprends, puisqu'il faut être réaliste sur les dernières années qu'il a produit. Si par exemple maintenant tu travailles dans une boîte, tu travailles là pour le statut, tu t'apportes en 2 mois 15 000 abonnés, mais sur toute l'année, t'étais horrible. Je vais me dire oui, c'est bien, mais imagine ces 2 mois, c'est fini et il revient comme avant. Est-ce que tu donnes... Donc, qui accepte une réduction de salaire en vrai? Je pense que personne. Je pense que personne. Donc ça, je peux comprendre l'envie de départ de Donnarumma, mais pour moi, c'est pas une mauvaise chose que Donnarumma parte et que Chevalier arrive. Parce que pour moi, Chevalier est un gardien de 23 ans qui a des performances incroyables, qui a un meilleur jeu au pied, bien sûr, même si c'est pas Ederson ou Alisson. Alisson, un meilleur gardien que Donnarumma. Et non, parce que... T'as dit meilleur, tu m'as pas dit meilleur, potentiel. Oui, mais je veux dire, ça ajoute du coup dans l'aspect des contrats que tu donnes. Et du complètement d'accord, je suis complètement d'accord. Maintenant, pour moi, Lucas Chevalier, t'as une opportunité de marché incroyable. Donnarumma, ça va être trop cher payé. On va l'inviter à partir et à ramener quelqu'un d'autre. C'est tout. Maintenant, même si je peux comprendre que je suis d'accord avec la décision. Même si je trouve la revue à la baisse du salaire un peu sévère. En fait, c'est surtout le moment. Parce que tu vois, si ça arrive l'été passé, personne parle. Ouais, c'est ça. Personne parle. C'est vrai. Mais le problème, c'est que tu as eu 3 mois, 4, de très haut niveau de Donnarumma, faut être honnête, qui te fait tout renégocier. Est-ce qu'il mérite une augmentation de 3 millions d'euros de salaire? Je pense pas. Pour ces 3 mois-là, ça veut dire quoi? Le mois, c'est 1 million. C'est-à-dire quoi? S'il aurait fait une top saison, il serait à 22 millions? Non. Faut un peu être réaliste. Donc je comprends. Et en tout cas, moi, si ça s'officialise et qu'il y a un départ de Donnarumma et une venue de Chevalier, je serais quand même content du travail de la direction parisienne. Je te laisse finir si tu as des choses à dire. Moi, je trouve juste que c'est une erreur si Donnarumma se retrouve à partir et que Lucas Chevalier part. Je trouve que le Paris Saint-Germain le regretterait, même si j'aime beaucoup le talent et le potentiel qu'est Lucas Chevalier. Je trouve que ce serait quand même dommage. Mais bon, on verra ce que ça donnera. Et ça me déplairait pas, hein, bien sûr. Ok. Si Paris... Parce que pour moi, pour être honnête, hein, parce que je vais terminer là-dedans. Je te jure, c'est pas pour être ingrat, parce que j'ai vu des gens qui comparaient l'ingratitude des supporters parisiens. C'est vrai qu'il y en a qui sont très ingrats, même des chroniqueurs et tout, envers Donnarumma, qui l'a comparé avec l'ingratitude qui se passe en moment vers Vinicius. Non, ça n'a aucun rapport. On va se calmer. Il y a un mec qui a ramené 2 Ligues des Champions, il doit avoir un ballon d'or. Il y en a un, il a fait 3 mois. On va se calmer. Et il a coûté beaucoup. En termes de salaire et en termes de but. Et en termes d'erreurs. Donc on va être tranquille, on va discuter. Donc, moi, si cette saison part avec Donnarumma, je ne serais pas... Je me dis pas, on a notre gardien. Avec Lucas Chevalier non plus. Mais c'est pas le même salaire. Et il a une marge de progression énorme. Parce qu'il est encore beaucoup plus jeune. Donc, est-ce que le pari n'est pas à tenter? Moi, je suis Luis Campos, je le fais. Intéressant. On verra. Et vous, dites-nous en commentaire, est-ce que le PSG est en train de déconner? Est-ce que ça ne se fait pas? Répondez à tous
les joueurs qu'on a fait, Marcus Rashford au Barça, Gyökeres à Arsenal, le mercato complètement fou de Liverpool, Luis Diaz au Bayern, et l'échange Donnarumma, enfin l'échange, le jeu de chaise musicale Donnarumma Chevalier. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir vu toute cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche et commenter. Merci à toi Malik. On vous dit salut, à demain pour une vidéo sur Mikel Arteta.